d'écouter un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Taureau, vous aurez le sourire. Oh là là, c'est bien des idées de filles, ça. 2022 sera une belle année. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pourquoi aurait-on besoin d'une vie symbolique ou spirituelle pour s'épanouir ? Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Astralopithèque, le podcast qui vous propose de considérer l'espace de quelques minutes pourquoi l'astrologie est-elle si prégnante à l'aune d'une société ultramoderne et rationnelle. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue Paula sur Astralopithèque. Je sais même pas si je t'avais dit que j'avais changé le nom du podcast. Absolument pas, je savais pas. Donc Astralopithèque, le nom de ce nouveau podcast que je mène, et je suis très très heureuse de débuter cette série d'épisodes avec toi sur l'astrologie. Tu es la première astrologue qui m'a fait mon thème astral, n'est-ce pas ? C'était il y a 1 an. Et j'ai découvert à travers toi ce que l'on pourrait appeler l'astrologie savante, humaniste, qui fouille notre intériorité. On reviendra sur cet aspect-là tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais parler de ton livre que tu viens de publier chez les éditions Larousse. C'est un sacré tournant quand même dans une carrière, surtout d'astrologue, vu que c'est un livre sur l'astrologie. Quelle était l'envie, l'élan derrière l'écriture de ce livre ? Donc effectivement, j'ai eu cette chance de pouvoir faire un livre d'initiation. Et quand on m'a proposé en fait ce projet, parce que j'ai toujours collaboré avec Larousse, en fait, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis en contact avec eux. J'ai fait un peu de tout parce que je suis communicante, j'ai fait beaucoup de web, j'ai travaillé autant que journaliste pour le livre d'autres personnes. J'ai écrit avec mon mari des livres pour enfants. On a fait 2 albums jeunesse. Et donc, je connaissais bien la maison. Et il y avait notamment une éditrice, donc Marie Gazagne, qui, elle a vu mon changement. Elle a vu en fait que j'étais en train de muter, que j'étais en train d'aller vers l'astrologie. Et elle me suivait sur Instagram. Et elle a vu petit à petit la muse opérer, quoi. Et donc, elle m'a proposé fin 2020 si je ne voulais pas faire un livre d'initiation à l'astrologie. Évidemment, ma première réaction, c'était qui suis-je pour faire ça ? J'ai quelques années disons, de pratique, ainsi de suite. Il y a des astrologues qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience. Et là, ce qu'elle m'a dit m'a permis en fait d'aller outre ma première résistance, parce qu'elle m'a dit Paula, ce qu'on veut, c'est quelque chose de didactique, quelque chose qui permette aux gens vraiment d'aller pas à pas. Et pour cela, c'est pas un livre d'approfondissement, c'est vraiment quelque chose qui permet aux gens de découvrir cet univers. Comme je sais que tu es capable d'écrire, je suis certaine que tu seras capable de faire un travail, disons, de vulgarisation correcte. Donc, j'ai réfléchi, j'ai posé la question de savoir si c'était quand même avec mes illustrations, parce que je suis aussi artiste. Elle m'a dit bien évidemment. Et là, j'ai accepté. Et quand j'ai démarré le projet, parce qu'il y avait toute cette partie d'exercices, vraiment, il y a beaucoup d'exercices dans le livre, d'exercices pratiques. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en France, ce qui se faisait aux États-Unis, en Angleterre. J'ai acheté beaucoup de livres de vulgarisation pour comprendre un peu comment les auteurs montaient ça. Je suis vierge. Très organisée. Non, mais c'est surtout essayer de comprendre, tu sais, comment esprit les analytique. autres font très analytique. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire des exercices, mais je veux pouvoir... Parce que j'étais tombée notamment sur un livre qui était très bien, qui montrait cette idée de, voilà, pour le soleil représente ça, 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 ça. S'il est dans le signe X, cela veut dire ta, 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 ta. Donc, il y a comme une sorte de petite grille qu'on peut petit à petit faire sa propre interprétation. Mais après, je trouvais
que dans ce livre, il présentait les signes comme ayant un aspect positif et un aspect négatif. Hmm. Et moi, dans mon parcours, j'ai découvert le travail d'une astrologue, parce que je suis d'origine brésilienne, une astrologue brésilienne qui s'appelle Emma Costé de Macheville, où elle dit que les signes n'ont pas de bon côté ou mauvais côté. Les signes sont comme des couleurs, en fait, c'est des fréquences. Après, ce qui se passe, c'est que ce signe, en fait, ce qui manque à ce signe se trouve en fait dans le signe opposé. C'est le signe opposé, en fait, qui vient équilibrer. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ce que je voudrais transmettre à travers ce livre, c'est que les gens puissent faire des exercices où ils comprennent que quand ils ont, par exemple, un soleil en taureau, pour qu'ils puissent développer un équilibre de leur identité, ils doivent aller illuminer le scorpion. Donc, Hmm. j'ai fait tous les exercices par rapport à tous les placements, Mhm. soleil, lune, ascendant, tout, avec cette théorie, en fait, de l'ombre et lumière. Tu Mais c'est pas devances, l'ombre et lumière, tu devances ma hein. question en fait. J'allais en venir sur Ah, ça, sur cette dame Emma Costé de Macheville, c'est ça? exact, Mais oui. avant de parler de ça, et en fait déjà avec ce que tu nous racontes, on comprend un peu le côté psychologique de cette astrologie que tu apprécies, que tu développes. Mais avant de partir plus en détail, comment tu définirais l'astrologie à une personne qui n'y connaît absolument rien? Mmh. Alors, je pense que l'astrologie, donc déjà, il faut expliquer que c'est regarder l'état des planètes du système solaire Hmm. à un moment X, vue de Terre. Voilà, c'est-à-dire que vue de Terre, on va regarder le positionnement de Vénus, de Mars, de Jupiter, de Saturne dans le système solaire. Et en fait, comment on est capable de placer ces planètes? Ben, dans les signes. Mhm. Donc, par exemple, aujourd'hui, on se parle, Jupiter, il est en poisson, Vénus est en poisson, Neptune est en poisson. Il y a beaucoup de planètes qui sont en train d'activer l'énergie de ce signe. Mais le Soleil, il est en taureau en ce Hmm. moment. Un peu d'ancrage quand même. Vous voyez? Voilà, exact. Donc, en fait, on va déjà placer en fait, ces planètes dans les signes du zodiaque Hmm. et regarder et interpréter à partir de là. Donc, Mhm. en fait, l'astrologie, elle se base sur disons, une perception astronomique, hein. On se base sur l'astronomie parce que pendant très longtemps, astrologie et astronomie allaient de pair, hein. Mais après, on fait ce que les astronomes actuels ne font pas, c'est-à-dire que pour nous, le positionnement de ces planètes dans des signes veut dire quelque chose. Donc, on est dans un langage céleste. Une autre façon aussi de parler d'astrologie pour quelqu'un qui ne connaît rien, c'est de partir de l'idée que si on veut voir la personnalité profonde de quelqu'un, si on veut avoir un miroir capable de décrire cette personnalité profonde de quelqu'un, eh ben, on a juste à regarder le ciel. Et ça, c'est toute une autre Ça histoire. aussi, on va en reparler tout à l'heure, mais chaque chose en son temps, c'est passionnant comme sujet, mais bon. C'est pour ça, il y a tellement de pistes à aller explorer, on a envie d'ouvrir toutes les portes maintenant. Mais, donc maintenant que tu nous as défini ce que c'était l'astrologie, j'aimerais revenir sur un point que tu as soumis lors de ta vidéo de crowdfunding pour ton livre, où tu disais que l'astrologie t'avait sauvé. Et donc, Ouais. j'aimerais essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter concrètement pour transformer ta vie, pour opérer cette reconversion professionnelle. Enfin, je ne sais pas si on peut dire reconversion, mais ce nouveau chemin que tu as entrepris. Mmh. Oui, c'est vrai que lors du tout premier confinement, donc en mars 2020, j'ai vraiment vécu une descente aux enfers. C'était pour moi, j'avais jamais pu imaginer vivre quelque chose comme une pandémie. C'est-à-dire que on a des peurs, genre vivre une guerre, la famine, mais jamais l'idée de De la vivre une maladie. pandémie Pandémie, ouais. m'avait Mhm, effleurée. Jamais, 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 jamais. mhm. Et donc, comme j'étais face à quelque chose que je n'avais absolument pas, même pas imaginé dans mes pires cauchemars, j'ai eu comme une descente, quoi. Je paniquais, je voulais pas sortir de chez moi. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs, hein, c'était vraiment traumatique comme expérience pour beaucoup de gens.
C'était vraiment, j'avais l'impression, voilà, maintenant on allait tous devenir des zombies. Voilà, ça touchait à des peurs irrationnelles terribles. Et en fait, je pratiquais déjà l'astrologie et en regardant le ciel, en lisant le ciel, et aussi j'étais contactée par quelqu'un qui voulait suivre des cours d'astrologie. Et ça m'a donné l'élan toutes les semaines de transmettre quelque chose qui avait du sens pour moi. Donc, l'astrologie m'a sauvé la vie, non seulement parce qu'effectivement, elle me permettait de comprendre symboliquement ce qui se passait à ce moment-là, mais elle m'a aussi sauvé la vie parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai pu transmettre ce que je savais, ça me permettait de sortir en fait de voilà, du contexte qui était très angoissant de cette pandémie. Puis j'ai eu aussi beaucoup de chance. Mon mari, lui, il n'a absolument pas eu les mêmes peurs que moi, donc il a tenu aussi, il a tenu la position. Et quelle correspondance symbolique tu as vue justement dans ce moment de la pandémie et de comment cette symbolique en fait t'a prise dans les bras, t'a rassurée? Qu'est-ce que tu y as trouvé? Ouais. En fait, évidemment, j'ai commencé à dire, OK, qu'est-ce que c'est que ce ciel de 2020 ? Donc jusque-là, parce qu'en astrologie, il y a plusieurs types d'astrologie. Hein. Moi, j'étais beaucoup plus dans une astrologie centrée sur l'individu. Et en fait, l'astrologie qui parle du collectif, elle a un nom bien spécifique, c'est de l'astrologie mondiale. Et moi, j'étais beaucoup moins, disons, férue de ça à cette époque. Et donc, évidemment, je commence à faire des recherches, à lire des livres, à écouter d'autres astrologues aussi. Et en faisant des recherches, ce qui se passait à ce moment-là, en 2020, c'était qu'en fait, on a eu une concentration de planètes lentes dans le signe du Capricorne. Il y avait Pluton, qui est toujours d'ailleurs en Capricorne, mais à ce moment-là, il y avait Pluton, Saturne, Jupiter, qui étaient tous les trois en Capricorne, et après, il y a eu Mars, en fait, qui a donné l'étincelle au truc. Donc, en fait, il y avait cette configuration dans le ciel, et quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée, en fait, sur ce que André Barbeau avait dit. André Barbeau, c'est un astrologue français. Et lui, il avait fait ce travail de regarder qu'est-ce qui se passait au moment où des planètes lentes, hein, donc ce n'est pas les planètes rapides. Les planètes rapides sont Vénus et Mars. À partir de Jupiter, Saturne par là, ça commence à être de plus en plus lent. D'accord. Donc, quand on centre ces planètes-là dans un signe, souvent, la signature, c'est qu'il y a comme une sorte de... comment je pourrais dire, la courbe d'ailleurs ressemble beaucoup à celle d'un crash boursier. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as une sorte de boum, tu vois, il y a beaucoup de poids. Et lui, il avait réussi à comprendre que quand il y avait ces concentrations-là, souvent, on avait disons, des événements collectifs un peu cataclysmiques, quoi. Soit des guerres, soit des pandémies. Et d'ailleurs, lui, à la fin des années 90, parce qu'il est déjà décédé, il avait décelé qu'en 2020, il y aurait une configuration suffisamment proche de ce qui se passait en 1980-81 avec l'épidémie du sida. Donc, il dit là, en 2020, il est bien possible qu'on puisse revivre une pandémie ou, disons, une peste, comme ça a été le cas du sida. Évidemment, ça ne s'est pas produit de la même façon, mais en termes de perception sociale, moi, je suis née en 81, j'ai grandi dans les années 80, et je me rappelle la peur des gens face à cette maladie, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui se passait, ainsi de suite, et ça a été un vrai choc sociétal. Et 2020, évidemment, c'est aussi un vrai choc sociétal lié effectivement à cette question-là. Ça m'a permis déjà de comprendre ces cycles. Donc déjà, quand tu commences à voir des cycles, quand tu commences à comprendre que les choses sont cycliques, tu es plus dans l'acceptation. Ça te permet effectivement de dire « Ah, en fait, ça te permet de sortir un peu de toi, de faire ce travail de décentrement et de comprendre que il y a certaines logiques qui sont inscrites dans l'histoire de l'humanité. Et autant qu'humain, il faut que tu acceptes d'être dans le même courant que tout le monde. Et même si
D'ailleurs, c'est très drôle parce que je parlais de ça avec ma mentor, qui est donc Andrea Onaiser, qui est une astrologue brésilienne aussi. Et elle m'avait dit, Paula, les planètes lentes, notamment après Saturne, hein, quand on parle d'Uranus, Neptune et Pluton, sont des planètes en fait qui nous obligent à accepter qu'on est inséré dans un tissu collectif. Et c'est vrai que là, ça a été pour moi, c'était une vraie expérience d'acceptation et voilà. Et du coup, là, on parle un peu de synchronicité, en fait, entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe chez nous, sur Terre. Sur Terre. Et en fait, ce que j'ai remarqué avec ce podcast, donc j'étudie l'astrologie, l'histoire de l'astrologie, et j'ai vu comment les travaux de Carl Jung ont beaucoup influencé, transformé l'astrologie vers une astrologie plus psychologique, plus intérieure, qui fouille les profondeurs de l'âme, qui est le concept de Carl Jung, ces profondeurs de l'âme. Et donc, je me suis demandé, comme l'astrologie, c'est un langage symbolique, comment ce langage-là nous permet d'entrer en contact avec notre inconscient ? Parce que d'après Carl Jung, c'est à travers les symboles que la psyché, notre moi peut entrer en contact avec notre inconscient. Ouais, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que évidemment que Carl Jung, il va avoir une lecture parce que psychanalyste avec cette question de l'inconscient, inconscient personnel et inconscient collectif. Mais l'astrologie, en fait, n'a pas attendu Carl Jung. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même des millénaires en fait, d'histoire avant que Carl Jung vienne et qu'il puisse effectivement proposer une lecture, je dirais, plus une lecture des profondeurs, disons, avec cet outil-là. Comme langage symbolique, le symbole permet de mettre ensemble des choses qui apparemment sont totalement distinctes. Par exemple, l'or. L'or, c'est un métal. C'est un métal qui est doré, c'est un métal incorruptible et symboliquement, il fait référence, il miroite, si tu veux, le soleil. Et en fait, par un symbolisme, on dit, voilà, le métal du soleil, c'est l'or. L'argent pour la lune, et ainsi de suite. Et en fait, le symbolisme permet de créer effectivement une sorte d'échelle ontologique entre des réalités différentes. Dans la lecture jungienne, c'est comme si effectivement on nous proposait de descendre un escalier vers notre inconscient. Mais il ne faut pas oublier que cet escalier peut aussi monter. Comment ? Et ça, c'est intéressant. Comment ça monte vers les sphères supérieures ? Là, ça commence à toucher au domaine, effectivement, de la spiritualité. Parce que la spiritualité n'est pas simplement inconsciente, elle est aussi supraconsciente. Et c'est à partir du moment où on commence à devenir conscient de ça, c'est une ouverture extraordinaire parce qu'on est à la fois en train d'aller le plus profondément possible, mais on est aussi en train d'aller le plus haut possible aussi par rapport à notre capacité de compréhension de notre place. Et concrètement, l'astrologie, comment elle permet justement d'aller vers cette intériorité ? En fait, comme l'alchimie d'ailleurs, l'astrologie, elle permet de rentrer en contact, disons, avec cette intériorité parce que chaque planète va représenter une fonction psychique. Le soleil, c'est l'identité. Je schématise, ça veut dire aussi beaucoup d'autres choses, mais disons que si je devais vraiment essentialiser la chose, soleil, identité, lune, émotion, Vénus, attraction, qu'est-ce qui m'attire, comment je suis attirée, Mars, combativité, affirmation de soi, Jupiter, ouverture, Saturne, limitation. Donc, en fait, on va prendre des fonctions psychiques et on va utiliser donc le placement de ces planètes comme faisant un miroir, effectivement, de ces fonctions psychiques. Et dans chaque signe, ces fonctions vont s'exprimer d'une façon bien spécifique. Et après, dans chaque maison, où est-ce que cela se manifeste dans notre vie ?
Et après, il y a les aspects qui permettent de comprendre comment les fonctions psychiques communiquent les unes avec les autres. Donc, c'est donc l'astrologie, et donc ce langage symbolique qui repose sur ces 4 piliers, planète, signe, maison, aspect. Et à partir de là, on a quelque chose, mais d'une sophistication incroyable. J'étais en train de faire des calculs. Il me semble qu'il y a plus de 6000 possibilités quand on prend 10 planètes, 12 signes, 12 maisons et au moins 6 aspects. Si on fait le calcul de voir combien de possibilités on est au-delà de 6000 De possibilités. type de personnalité, tu veux dire? Pas nécessairement de type de personnalité, ouais, on pourrait dire type de personnalité. Moi, la façon dont je voyais la chose, c'est vraiment en termes combinatoires, Mhm. en termes de langage, comme un alphabet. Hmm. Ok. On utilise 24 lettres pour écrire voilà, quasiment des mots, c'est indéfini. Je ne sais pas combien de mots existent dans la langue française, par exemple. Mais je sais que, par exemple, en chinois, eux, ils travaillent avec des idéogrammes et eux, ils ont 5000 mots. En astrologie, on est à plus de 6000. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vient nous dire que l'astrologie, c'est quelque chose qui appauvrit la perception du réel, qui appauvrit la description d'une personnalité, en fait, c'est absolument pas vrai. Parce que si on prend cette combinatoire de possibilités, waouh! Et Ouais. mais justement, pour parler de ces nuances qu'on peut trouver d'un type de langage à un autre, mais enfin, ou de personnalité à un autre, je ne sais pas comment dire ça, mais dans un thème astral, tu l'expliquais tout à l'heure, on prend en compte les signes qui sont opposés à ceux activés par les planètes qui les visitent. Donc, comme tu disais, quand on est en taureau, en soleil, on va aller voir du côté du scorpion qu'est-ce qui peut nous apporter. Et donc ça, ce concept-là, c'est le concept d'ombre et lumière qui a été développé par Costé de Macheville. Costé de Macheville, exact. Et en fait, ce qu'elle a fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette question de voir les signes par axe n'est pas du tout une invention d'Emma Costé de C'était ma prochaine Macheville. question, C'est-à-dire que ça, c'est justement. quelque chose qui est dans l'histoire de l'astrologie depuis toujours. Comme on est dans une roue, on voit très bien quel est le signe qui est opposé. Là où elle a eu, je dirais, le flair extraordinaire, c'est que donc, femme du XXe siècle, elle a d'une certaine façon incorporé dans la lecture astrologique le concept d'ombre qui est propre à Jung. Et en parlant de cette question d'ombre et lumière, elle a pu effectivement traduire ça dans une lecture de thème. Je m'explique. L'ombre chez Carl Jung, c'est tout ce qu'on rejette de notre conscience. Soit parce que c'est un tabou, soit parce qu'effectivement c'est quelque chose qui nous fait peur, soit parce que notre éducation a fait que. Je ne sais rien, disons que, voilà, femme, toute petite, on m'enseigne que pour que je sois une petite fille comme il faut que je sois sympa, souriante, machin, non. Donc, par mon éducation, je vais rejeter la confrontation, l'agressivité, parce que je veux être aimée de mes parents, je veux être admise en société, et ainsi de suite. Donc, je vais rejeter dans l'ombre tout ce qui pourrait faire référence à cette agressivité, d'accord ? Mais l'agressivité en soi, elle n'est pas négative. Mars, il n'est pas négatif en soi. Parce que parfois, il est important de pouvoir s'affirmer. Et parfois, cela passe par une certaine violence. La violence en soi n'est pas négative. Ça dépend évidemment du degré, de comment on l'exprime, et ainsi de suite. Bon, si moi, j'ai supprimé l'agressivité de mon inconscient, qu'est-ce qui va se passer ? Cette agressivité, elle est toujours là. C'est juste que je ne suis pas consciente. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la projeter hors de moi. Donc, je vais chercher un macho man. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais chercher un compagnon qui, lui, va avoir tout, voilà, il va avoir tout, disons, tous les parangons de cette virilité, de cette masculinité que moi, je supprime chez moi. Parce que, autant que femme, j'ai un côté féminin et un côté masculin. D'accord ? Ouais. Mais tu vois, ce que tu dis... Donc, Ouais, vas-y, je te laisse terminer. Donc, simplement pour finir, c'est que cette idée, en fait, d'aller explorer l'ombre,
Donc, et on peut le faire via un thème, c'est-à-dire, par exemple, je sais rien, effectivement, voilà, je reviens sur cette idée du soleil en taureau. J'ai un soleil en taureau, donc je vais être quelqu'un de placide, quelqu'un, voilà, qui va être assez stable, quelqu'un qui va être très terre à terre, patient et ainsi de suite. Si j'exprime que ça, Mmh. en fait, je vais manquer, si j'oublie d'aller illuminer ce que j'ai projeté dans l'ombre, c'est-à-dire le scorpion, qui lui va être un signe qui va parler de se détacher de certaines choses, n'avoir pas peur de couper certaines choses, parce que parfois le taureau, il va être dans la préservation. Mmh. Donc, c'est important d'aller illuminer ce qui est dans l'ombre, d'aller voir qu'est-ce que, d'une certaine façon, je suis en train de supprimer. Et à partir du moment où je suis capable de faire ce travail de conscience, je suis capable d'équilibrer mon soleil, ma lune, donc mon identité, Mmh. mes émotions, tu vois? Mais c'est marrant parce que ce concept d'ombre et lumière, on le retrouve dans l'astrologie maya qui a du coup, pour le coup, plusieurs millénaires. Et ce qui est dingue, c'est que ça voudrait dire qu'ils avaient déjà cette intuition concernant l'inconscient, c'est-à-dire ce qui n'est pas conscient reste dans l'inconscient, donc des choses de l'ordre du refoulement, mais aussi tout ce qui est créatif en fait. C'est pas seulement le refoulé, hein. Carl Jung a redonné un peu les lettres de noblesse à l'inconscient où c'est vraiment un espace de créativité, de spiritualité aussi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que pour redécouvrir ce concept d'inconscient, donc en Europe, il a fallu attendre Freud et Carl Jung. Des Ouais. millénaires. Ouais, et après, c'est vrai que c'est juste une question aussi de formulation, parce que même si, par exemple, on parle d'alchimie, Mhm. le travail alchimique, qui est donc de transmutation de l'âme, ben, l'œuvre noire ressemble énormément à une descente dans Mais l'inconscient. ça reste des sciences très occultes et secrètes, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pas pour tout le monde, ça, ça dépend dans quel cercle, dans quel cercle on évolue, tu Ça vois. dépend de la curiosité des gens, Voilà, hein. mais Ça dépend de la curiosité des tu peux... gens. C'est genre, si on va, par exemple, et c'est ça, en fait, la chose, c'est que quand on parle d'occulte, de secret, Ouais. parce que d'une certaine façon, collectivement parlant, il y a aussi une sorte de tabou lié à ces choses-là. Et puis l'image de la Et en fait, sorcière, de toutes ces peurs aussi voilà, qu'on... ce genre de choses. Les peurs, parce qu'en fait, on a peur d'aller explorer notre ombre. On a peur de descendre en nous-mêmes. On a, on a peur de découvrir des choses qui peuvent être, disons, c'est comme un fil d'Ariane, quoi. Quand on commence à tirer, disons, le fil de quelque chose, ben, on ne sait pas trop, on peut tomber sur le, sur le minotaure, quoi. Mm. Et on a peur de se faire dévorer par ce minotaure. Mais le truc, c'est, heu, il y a des personnes, en fait, qui vont se dire: «Soit je vais rester à la superficie de moi-même parce que ça me rassure, même en ayant des tas de dysfonctionnements». Parce que tu vois, tout va bien, tout va bien, tout va bien, mais je prends quand même, des antidépresseurs le matin. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, mais je sais pas, je sais pas, je suis hyper possessive, dans mes relations. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tu vois? Mais je sais pas, je suis malheureuse finalement, mais tout va bien, tu vois? Surtout, tout Cette va idée de bien. tout va bien, tu vois? Ça va, ça va, ça va, tu vois? Ce genre de choses. Soit tu dis: «Attends, il y a un truc qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne fait pas sens, que je me reconnais pas dans la vie que j'ai. Je ne me reconnais pas dans les choix que je fais. Est-ce que j'ai le courage d'aller regarder qu'est-ce qui va pas?» Et évidemment, quand tu commences à regarder qu'est-ce qui va pas, c'est comme ouvrir un placard qui était fermé pendant très Mhm. longtemps et tu laisses la lumière entrer. Bah oui, ça a l'air, sale, plein de toiles d'araignée, mais en fait, c'est parce que tu es en train d'ouvrir ce placard pour l'aérer, pour faire en sorte de, tu Et vois? tu as eu des épiphanies, toi, comme ça, de ton côté, avec l'astrologie, tu te dis, waouh, c'est vrai que je suis comme ça et je l'avais jamais envisagé de cette manière-là. Bah oui, c'est-à-dire que et même je suis en plein dedans parce que, disons et d'ailleurs c'est drôle parce que récemment je suis tombée sur une citation de Rumi, que j'ai adorée, dans lequel il disait: «Hier j'étais malin et j'essayais de changer le monde, aujourd'hui je suis sage et j'essaie de me changer Hmm. moi-même». Bah oui. Ben,
Tu vois C'est ce une que je belle veux phrase. dire? C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, je suis très consciente de mes limitations et je suis très consciente du fait que c'est très difficile de se départir de certains vices. Et on a tous. C'est-à-dire qu'on a tous des fils à la patte qui nous empêchent parfois d'aller là où on veut aller. On peut identifier le fil, ça c'est déjà super. Tu vois, quand on voit la chaîne, tu vois, ah, là il y a une chaîne. Mais c'est pas parce que tu as identifié la chaîne que pour autant, tu arrives à, disons, à te libérer de cette chaîne. Et c'est pour ça que le travail, il est continu, parce que c'est essayer voilà, d'affronter ce qui ne va pas, d'aller de plus en plus profondément, parce que c'est comme des nœuds, Mhm. en fait. C'est comme aller chercher des nœuds, en fait, à l'intérieur même de notre personnalité qu'on doit défaire. L'astrologie, elle permet de poser un diagnostic, mais le vrai travail, il démarre, bah, c'est toute une vie en fait. C'est travailler sur soi tout le temps. Et dans mon cas, évidemment, il y a un ou deux placements que je suis encore en train de travailler dessus, bien sûr. Le challenge. Et Ouais. dans ton livre, j'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as pris du théâtre intérieur pour mieux comprendre ce qu'était l'astrologie. Donc, ce théâtre intérieur que serait notre ciel de naissance, avec les planètes qui seraient les acteurs flamboyants de la scène, les signes, les maquillages, les habits dont se parlent les planètes pour s'exprimer et donc nous exprimer à travers elles. Et j'ai remarqué que en ce moment, j'ai l'impression, je m'y connais pas encore assez en astrologie, mais que l'astrologie psychologique était celle la plus prônée, l'astrologie humaniste qui avait le vent en poupe. Et beaucoup d'astrologues parlent du ciel, donc extérieur, comme notre ciel intérieur. Et c'est une très belle image, mais c'est une image aussi qui est un peu paradoxale, en fait. Pourquoi? Parce que le ciel, donc, on est sous un certain ciel, mais ce ciel-là, on le retrouve à l'intérieur de soi. C'est le propre du symbolisme. Ouais, c'est ça, en fait, de faire des analogies entre deux c'est ça. contraires, mais deux... Tu vois ce que je veux dire? Je pense que je vois ce que je veux dire. En fait, une chose qui est intéressante, par exemple, j'utilise aussi l'image du miroir. Je pense que l'image du miroir, elle est extraordinaire pour comprendre l'influence justement de ce ciel sur nous. Souvent, et ça c'est quelque chose que je retrouve même chez des astrologues, il y a un peu cette idée que le ciel, il a, disons, une influence de cause à effet par rapport à nos actions, par rapport à notre personnalité. Si c'est dans le ciel, cela va se répercuter dans la façon dont je vais être, dont je vais réagir. Mais le truc, c'est comme si tu prenais un miroir et tu disais que le miroir, il était responsable de mes actions. Il fait juste miroiter ce que je suis en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'une certaine façon, le ciel est un miroir, il va réfléchir en fait symboliquement et archétypialement tout ce qui est en train de se passer en moi, mais c'est pas pour autant qu'il me détermine. Comme moi, je le détermine pas non plus. Mais moi, je suis un miroir aussi de ce ciel. Blanche-Neige. C'est génial, ce miroir magique de la méchante sorcière. La méchante sorcière, elle a un miroir qui lui dit la vérité. Un miroir vraiment magique, quoi, qui est capable de lui donner n'importe quelle information à partir du moment où elle sait formuler une question. Non seulement cette sorcière, elle est méchante, mais surtout, elle est très bête, parce qu'elle a un outil extraordinaire, capable de lui donner des informations, et elle n'est capable de poser qu'une seule question, totalement superficielle, sur est-ce que je suis la plus belle? Tu prends le même miroir et tu prends des bonnes questions. Qu'est-ce qui me fait briller dans la vie? Qu'est-ce que je cherche en amour? Qu'est-ce qui me fait briller? Qu'est-ce qui me donne de l'enthousiasme? Et tu as ce miroir qui va te donner cette réponse. C'est le ciel. Et ce ciel et ce miroir externe, en fait, c'est le miroir qui est en train de miroiter ton âme, ton être profond. C'est pour ça que tu le portes en toi. Est-ce que c'était clair? C'est clair. C'est très clair. Mais en fait,
là où je voulais en venir aussi, c'est que on part du principe depuis tout à l'heure donc que l'astrologie est quelque chose de sensé, de vrai. Et est-ce que toi, tu ne l'as jamais remis en question, ce lien-là? Ben, c'est ça la chose. C'est-à-dire que comme je le vois, on garde toujours d'ailleurs, je trouve que c'est très sain Oui. d'avoir toujours un esprit critique, hein. Je ne suis pas rentrée en astrologie comme on rentrerait dans une secte, hein. C'est pas ça du tout. Mais comment je peux expliquer? En fait, il y a une chose j'ai eu un déclic par rapport à l'astrologie qui m'a vraiment permis de comprendre que j'étais vraiment face à un savoir qui avait vraiment de la valeur. Et que si parfois je fais une interprétation qui n'est pas bonne, c'est plus moi le problème que finalement l'objet, tu vois? Je me remets plus en cause moi finalement que ce savoir. Heu, L'homme s'est constitué par rapport à une expérience de son incarnation. Par rapport à nos sens, l'alternance jour et nuit, le froid, le chaud, heu, on ces expériences, en fait, c'est vraiment ce qui passe, avec notre vie, sur terre, Mmh. heu, a laissé, a imprégné, si tu veux, notre subconscient, notre âme. Mais on n'est pas que réceptif, on est aussi actif. Et c'est là, en fait, où on trouve en ce moment aussi, je lis beaucoup sur l'alchimie, donc je parle beaucoup d'alchimie en ce moment parce que je trouve ça extraordinaire. On a en nous à la fois l'intellect et la matière. Mmh. Donc, on va comprendre le monde à travers une expérience sensorielle, mais on va aussi inférer dans ce monde, tu vois, ce qu'on a de capacité imaginative, d'inconscient, de supraconscient et ainsi de suite. Tout ça est possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si l'homme, il s'est constitué par rapport à un truc tout bête, mais l'alternance jour et nuit, ça a donné la base de toutes les religions sur Terre. Bien sûr. Mais Il y a la mmh. lumière, elle est fondamentale, tu vois? Donc la lumière est fondamentale. Après, tu vas arriver dans des formes géométriques qui sont des formes de géométrique du sacré. Le cercle, la croix, le carré, ce sont des formes que tu retrouves dans absolument toutes les cultures, religions, à toutes les époques, quoi, parce que c'est des fondements même de notre perception du réel, tu vois? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le langage symbolique, c'est disons Le support, en fait, en c'est comme quelque si sorte. oui et même la codification de ça. Mmh. Tu vois? C'est la codification de cette expérience qu'on Mmh. a d'être incarné. Mmh. Donc et c'est pour ça que l'astrologie, elle est importante parce que et c'est un vrai savoir. Parce qu'à partir du moment où tu sais que la psyché humaine, elle s'est constituée par rapport à juste le jour et la nuit, c'est déjà énorme. Après, en regardant le ciel, en regardant comment les planètes se positionnaient dans le ciel, en faisant des corrélations avec ce qui se passait sur Terre. Cela s'est édifié au fil des siècles, des millénaires. C'est pas comme si tout d'un coup je me réveillais le matin, je dis ok, je vais inventer un nouveau savoir, moi toute seule, je vais inventer la roue et je vais dire que ça c'est ça. Non, c'est pas arbitraire du tout. Et tout ça se base sur à la fois une expérience, une observation et une compréhension que tout est agencé par rapport à tout. Mmh. C'est une vie qui est constamment Une horloge. holistique Mmh. et holistique. Et l'être humain, la conscience et la subjectivité humaine, elle est centrale. Imaginer parler d'un objet indépendamment d'un sujet, c'est une lubie moderne. Mmh. C'est ce qui explique, la synchronicité aussi. Totalement, On totalement, vivrait dans un univers qui est, agencé de telle manière que tous les éléments sont interdépendants. totalement. Cette vision d'ailleurs qu'on retrouve dans plein de philosophies, que ce soit le bouddhisme, les Indiens d'Amérique, mais Bah ce oui. sont tu parlais de codes et je trouve ça très intéressant. C'est des langages différents pour parler de notre approche du réel. Totalement. Je vais m'arrêter un instant sur la Lune, qui d'un point de vue scientifique, il a été prouvé donc son influence sur les marées, mais aussi sur les cycles du sommeil. Donc pour les plus sceptiques d'entre nous,
astronomiquement, il doit être plus recevable qu'il y ait une influence astrologique, si on part du principe que la Lune a une influence sur nos cycles. Ouais, la Lune, effectivement, la Lune et le Soleil, de l'expérience qu'on a de la voûte céleste, c'est pas pour rien qu'on les appelle les luminaires, sont ceux qui ont un effet physique sur nous. Donc, effectivement, si on ne croit qu'à l'influence physique des choses, déjà la Lune, et le Soleil, ça serait deux portes d'entrée pour dire que, oui, l'astrologie, en tout cas par rapport à ces luminaires-là, elle est valable. Et la Lune, qu'est-ce qu'elle incarne dans un thème astral ? La Lune, elle va incarner nos émotions. Elle va incarner nos besoins, en fait, de nourriture émotionnelle. On a tous besoin d'être nourris émotionnellement et on a tous besoin de nourrir émotionnellement les autres. La Lune aussi, parce que c'est l'astre, disons, on parle de planètes et d'astres parce qu'on est en train de se référer vraiment à l'étymologie ancienne. C'est-à-dire que planète en grec veut dire astre errant. On contrepoint avec les astres fixes qui sont donc les étoiles des constellations, d'accord ? Donc, si à un moment donné, je dis que la Lune est une planète, c'est pas pour... Ne me prenez pas pour une... Si je sais que c'est un satellite et je sais que le Soleil est une étoile, mais simplement que je me réfère au terme grec, ok ? Donc, la Lune, elle a aussi cette symbolique du corps. Parce qu'elle donne corps, en fait. Comme si on regarde la voûte céleste à partir de Terre, et si on se réfère effectivement à l'astrologie ancienne, en fait, le premier astre avec lequel on est en contact, c'est la Lune. Et donc, il y avait quand même cette idée que quand on s'incarne dans ce monde, le dernier astre par lequel on est passé, c'est la Lune. C'est comme si la Lune, en fait, comme une mère, nous donnait une enveloppe matérielle. Okay. Mais effectivement, dans le thème astral, on va lire la Lune comme, besoin émotionnel, rapport à la mer. Ça, c'est super fort. Rapport à la mer. Ça, c'est une des portes qu'on ouvre qui est super intéressante. Mais d'ailleurs, je trouve que d'un point de vue même physiologique, la nuit, c'est le moment où on s'arrête, on fait une pause, et donc on va dans notre intériorité de manière presque nécessaire, en fait. Peut-être que pour certaines personnes, ça dure 5 minutes, 10 minutes, que sais-je, et d'autres personnes qui vont vraiment prendre le temps de peut-être prier, peut-être de méditer, la prière du soir, tu vois, tous ces rituels, on les retrouve dans plein de cultures. Et je trouve que ça tombe un peu sous le sens, j'ai envie de dire, qu'on est, d'un point de vue astrologique, qu'on est donné cette dimension-là à la Lune, qui est la Lune donc de l'émotion, de ce qui est à l'intérieur de nous, de ce qu'on l'on ressent et peut-être qui est caché même. Parce que bon, la nuit, on sait très bien... Et qui varie aussi. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui n'arrête pas de changer, c'est la Lune. Et en nous, ce qui n'arrête pas de changer, c'est l'émotionnel. Oui, exactement. Les vagues. Ouais. Et comment parce qu'on parlait donc de scepticisme un peu tout à l'heure, et comment tu réagis aux sceptiques qui pourraient non seulement fomenter des doutes chez toi, mais qui te challenge aussi dans ta manière de vivre l'astrologie. Comment tu vis ça ? Parce que on vit dans un monde qui a besoin tellement de preuves pour tout et n'importe quoi, que ça en devient même fatigant, stressant, et en même temps qui répond un peu à cette envie de la raison qui a envie de se dire, bon, est-ce que c'est vrai ? Et c'est drôle parce qu'on vit aussi dans un monde, en fait, où les bulles informationnelles, elles sont très puissantes. C'est-à-dire que c'est pas tous les jours que je croise des sceptiques. Au contraire, je vais croiser beaucoup plus de gens, en fait, qui, s'ils viennent à moi, s'ils m'écoutent, c'est parce qu'ils veulent donner du temps à quelque chose qui les intéresse. Bien sûr, qui les nourrissent. Pour écouter quelque chose qui ne t'intéresse pas. Donc, effectivement, finalement, j'ai très peu de contact avec les sceptiques. Mais disons que... récemment, lors d'un déjeuner, un ami qui dit, voilà, je suis sceptique, c'est pas trop mon truc. Mais bon, il était très, très sympa. Il y avait pas de... Parce que le problème, c'est quand tu es sceptique et que tu t'identifies en fait à ta perception et tu essaies d'attaquer l'autre parce que tu as raison. Et là, ça commence à être complexe, tu vois.
Je suis désolée, il y a un peu de bruit. Non, t'inquiète, c'est bon. Donc effectivement, je ne crois pas à ça. Moi, ma première posture, c'est de dire: «Ben, si tu crois pas, c'est pas grave. Je vais pas essayer de te convaincre». Tu vois? C'est là pour le coup, c'est comme moi, par exemple, ça m'intéresse pas, certaines choses m'intéressent pas. Le rugby, par exemple, ça m'intéresse pas. Et en plus, Heu, j'ai envie de dire, quelle est l'utilité de cet engouement autour du foot, par exemple, qui est irrationnel, en fait, ouais, aussi. mais après, c'est ça le truc, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose ne m'intéresse Ouais. pas que je vais considérer que cette chose n'a pas de Mhm. valeur. Donc en fait, je demande de la tolérance. C'est-à-dire, ça t'intéresse pas, no problem. Je sais qu'une vie est courte, tu vas te concentrer sur les choses qui Mhm. t'intéressent. Maintenant, viens pas invalider ce qui m'intéresse moi, Et qui fait parce que tu sens ne pour sais toi. pas ce que c'est. Voilà. Donc, tu es un supporter de foot, tu adores ça, ça te permet, je sais pas, d'être dans une cohésion avec ton groupe d'amis, avec ta famille, tu es heureux à chaque match et tout ça. Mais moi, je suis la première à dire: «Bravo, vas-y, si ça te rend heureux, super», tu vois? Donc, il y a cette question de la tolérance qui se pose. Après, si la personne, elle veut parler, Mm. bah, là, on commence effectivement à rentrer dans le domaine de la philosophie parce que l'astrologie n'est pas irrationnelle. Ce n'est absolument pas irrationnel. À chaque étape disons de l'exploration de ce langage, on tombe sur des concepts qui vont être néoplatoniciens, les qualités fondamentales d'Aristote, la tétradquise de Pythagore. Je peux parler des tas de choses, de symboliques en fait, qui vont remonter même à l'époque hindoue. C'est-à-dire qu'en fait, Heu, si tu veux vraiment discuter, ben, il faut que la philosophie te plaise, il faut que l'histoire te plaise, il faut que l'astronomie te plaise. Parce que sinon on peut pas discuter. Mais c'est ça qui me plaît beaucoup dans l'astrologie, c'est que ça donne, je parlais de support tout à l'heure, c'est que ça donne comme une sorte de prétexte pour parler de choses qui sont très profondes et qui Mmh. peuvent même nous donner de nouvelles inspirations pour aborder sa vie. Après, est-ce que les fondements sont vrais, scientifiquement prouvés, etc. Finalement, ça devient presque accessoire tant que ça ne devient pas une obsession. En fait, je crois qu'il faut aussi valoriser ce qui nous fait du bien, en fait, tout simplement, et qui nous donne Bien du sûr. sens, qui nous fait réfléchir et qui nous Ouais. élève l'esprit, l'âme, et qui nous donne envie d'être une meilleure personne. Et je trouve que l'astrologie, jusqu'ici, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pu voir, je trouve que c'est une approche très bienveillante, en fait, Ah de bien l'humain. sûr, bah oui. Donc, en partant de ce Et principe, bien sûr et en plus, tu vois, il y a aussi la question de comment je pourrais dire? De l'âme, mhm, tu vois? Tu es en train de pour le coup, tu es face à un objet, tu es face à un savoir qui te permet de rentrer en contact avec, ben, cette question de la transformation ou en tout cas, autant l'alchimie, elle va parler d'une transmutation de l'âme, autant l'astrologie, elle va parler en fait déjà d'être capable de percevoir qu'est-ce que c'est que cette âme mhm. et bon, Emma Cossé de Macheville, elle a pu trouver cette manière très intéressante de travailler avec la question de l'ombre et lumière qui permet de donner des pistes de travail, tu vois? Heu, donc pour moi, c'est parce que j'aime, les questions plus profondes, parce que j'aime l'histoire des idées, parce que, c'est ça qui me fait vibrer, ben, j'ai trouvé dans l'astrologie, le savoir qui permettait de réunir toutes mes passions. L'astronomie, la mythologie, la La philosophie philosophie. antique et maintenant la psychologie que je connaissais moins. Mais grâce à l'astrologie, Jung et ainsi Et de tu suite. crois à la réincarnation ou pas en tant qu'astrologue? Personnellement, oui. Personnellement, oui. Pour moi, le thème de quelqu'un, c'est une incarnation de l'âme Un temps T. d'un disons parce que exact. C'est-à-dire on a plusieurs thèmes, on va avoir probablement plusieurs dizaines, voire centaines de thèmes, avant de rejoindre,
Parce l'esprit. que je me faisais la Parce que réflexion si on considère que les planètes, la roue zodiacale a été étayée par notre inconscient collectif qui a traversé les temps. Finalement, si on décide de s'incarner à ce moment T, c'est que quelque part, au fond de nous, au fond de notre âme, on connaît les codes en fait de ce principe qu'est l'astrologie. Je sais pas si tu me suis. ouais, je te suis. Et puis, je pense aussi qu'il y a la question aussi du défi. Mm. Parce que, en fait, et ça, tu trouves ça effectivement par exemple, même dans l'hindouisme, par exemple. Euh, Pourquoi on s'incarne? Pourquoi il y a quelque chose si l'esprit est tout? Mhm. Donc là, tu rentres vraiment dans la cosmogénèse, tu vois, d'énormément de religions, de spiritualité notamment, donc l'hindouisme. Bon, si l'esprit, il a créé le monde, s'il a créé la manifestation, c'est parce qu'il voulait parce qu'il est déjà tout, mais il a voulu quand même créer cet espace pour pouvoir se reconnaître à nouveau. Donc tu peux prendre ça et prendre ça au niveau d'une âme. Ben, si on s'incarne une fois, puis une deuxième, puis une troisième, c'est parce qu'en fait, on est en train de passer par un alambic du monde pour pouvoir peut-être nous travailler et nous purifier en ordre pour revenir vers l'esprit en ayant, disons, épuisé toutes les possibilités de la manifestation. Et c'est pour ça que je trouve super intéressant d'avoir cette perspective spirituelle, parce que et c'est pour ça que tous les cieux, ils ont un message, ils ont une sagesse. C'est pour ça que quelque part, ça me pose un peu problème quand je vois certains astrologues qui regardent le thème de quelqu'un et disent ouh là là, ça va Ça sent pas. Et là, je dis mais mauvais. qui es-tu pour juger? Tu ne sais rien. Et donc effectivement, c'est regarder dans tous les cieux l'or, en fait, et le message qui va avec l'incarnation de quelqu'un. Et petite, tu avais déjà cet attrait pour l'astrologie ou le ciel ou... Petite, en fait, j'avais surtout une passion pour la mythologie. Hmm. Petite, j'étais une dévoratrice de mythologie grecque. Euh, Quand j'étais adolescente, j'ai commencé à lire beaucoup sur l'astronomie. Hmm. Fascination de la voûte. Mais d'un point de vue astronomique, j'étais pas particulièrement astrologue. Ok. Même si, adolescente, je tombe sur un facsimilé de mon père, d'un manuscrit italien du XVe siècle qui s'appelle Da Sfera, qui a des magnifiques dessins des planètes avec les régences des signes. Et je me rappelle à 15 ans de regarder, mais de ne pas arrêter de regarder ces dessins. Et grâce à ces dessins, de comprendre la question des régences. Quelle planète régit quel signe? Je savais déjà. Hmm. Et puis l'agencement des images, parce que je suis aussi artiste, donc je regarde aussi les textes alchimiques, parce qu'il y a aussi les dessins alchimiques, Mm. et pour moi, c'est un support extraordinaire d'inspiration. Ouais, maintenant, les deux casquettes astrologie et art, en fait, se combinent, s'articulent en harmonie, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Et c'est-à-dire que parfois, je vais essayer de comprendre certaines choses par des créations artistiques, Hmm. plutôt que par le discours, Ouais. disons, logique Hmm. de la parole, ainsi de Bien suite. sûr. Bah, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Si tu devais choisir un mot pour un peu résumer cette conversation qu'on a eue, un mot sur lequel tu invites peut-être les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à méditer dessus, qu'est-ce que tu choisirais? Hmm. J'ai deux ou trois qui me sont passés très vite comme ça par l'esprit. Vas-y, un, deux, trois. Euh, ouais, exploration. Exploration? Exploration. Ouais. Hmm. Il faut aller explorer l'inconscient, explorer la voûte, explorer notre humanité, comprendre. Essayer de comprendre, en tout cas, si c'est pas comprendre, en tout cas, ouais, explorer. Ouais, vraiment explorer. C'est une aventure, tout ça, hein. Faire preuve de curiosité, en fait. Ouais,
toujours. Et de créativité. Merci Paula pour tous ces mots et cet échange. Merci à toi, Susanna. Merci infiniment.